Assiste-t-on à un moment de bascule aux États-Unis? Alors qu'en 2 semaines, 2 personnes ont été abattues par la police en pleine rue à Minneapolis, les manifestations se multiplient dans tout le pays pour dénoncer les violences de l'ICE, la police anti-immigration, et des personnalités comme Barack Obama prennent la parole pour la première fois et appellent à un sursaut de la population. La situation pourrait s'embraser encore davantage dans la violence. Salut, c'est Hugo et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, c'est le moment peut-être de passer en podcast audio puisque exceptionnellement cette semaine, je serai en voix off et donc sans la caméra. Alors on vous en a déjà beaucoup parlé dans ce format, mais depuis son retour à la présidence, Donald Trump a très clairement mis l'accent sur la lutte contre l'immigration aux États-Unis et ce, en renforçant notamment l'ICE, la police fédérale de l'immigration. En seulement 1 an, il a triplé son budget et doublé les effectifs. On vous en parlait ce samedi. Mais depuis 1 an, les méthodes de l'ICE sont particulièrement violentes, entre raids dans des lieux publics comme aux abords d'écoles, de restaurants, d'hôpitaux, le tout avec des agents masqués et armés, et le tout souvent avec des arrestations purement au faciès, y compris d'ailleurs de personnes en règle. Selon des juges américains relayés par l'ONG Human Rights Watch, ces tactiques ont notamment pour objectif délibéré de terroriser les communautés d'immigrés. Enfin, récemment, 2 citoyens américains de 37 ans ont été tués dans des circonstances assez similaires, ce qui a aggravé les tensions. Renee Good a été tuée le 7 janvier à Minneapolis par un agent de l'ICE alors qu'elle était au volant de sa voiture. L'administration de Trump affirme que l'agent a tiré pour se défendre et se protéger, une version qui est contestée par des vidéos de l'opération. Alex Pretty, quant à lui, a été tué ce samedi. On en a parlé déjà ce week-end sur la chaîne. Il est accusé par le clan de Trump de s'être approché d'agents de la Border Patrol, qui est une autre agence fédérale de l'immigration, en brandissant un pistolet. Sauf que cette version des faits, elle est complètement contredite par des vidéos qui ont été filmées par des personnes autour. On y voit d'abord Alex Pretty filmer les agents avec son téléphone, et ce, avant qu'il ne cherche à aider une femme qui a été jetée à terre par ces hommes. Faut savoir en effet que Alex Pretty était un infirmier en réanimation. Au moment donc où il se tourne vers elle, il est ensuite lui-même violemment plaqué au sol avant d'être frappé par des agents. Pendant qu'il se débat, l'un des agents affirme qu'il est armé, ce qui est légal au passage à Minneapolis si l'on dispose d'un permis de port d'armes, et c'était le cas d'Alex Pretty, qui était donc en règle de ce point de vue-là, selon le chef de la police de Minneapolis. Et toujours selon ces vidéos, alors que les policiers essaient de le maîtriser, un agent s'empare de son arme et tire. Au total, les agents ont tiré à près de 10 reprises sur Alex Pretty. Dans une vidéo qui a été analysée notamment par le Washington Post, on voit que la victime possédait bien donc une arme, mais qu'il n'avait pas dégainé cette arme et qu'il a été désarmé avant même qu'on ne lui tire dessus. Et ces 2 morts dans la rue, ils s'ajoutent aux près de 32 décès de personnes en détention au sein du service de l'ICE en 2025, selon le média britannique The Guardian. C'est un record depuis le début des années 2000, puisqu'il faut rappeler que en soi, ICE, c'est une structure qui est née au début des années 2000, mais simplement, les méthodes ont radicalement changé à partir donc du retour de Trump. Et donc, concernant ces morts en détention, on a peu d'informations, forcément, puisque l'accès est beaucoup plus compliqué, mais les témoignages se succèdent, notamment via des ONG. Mais alors, quelles ont été les réactions? Il y a beaucoup de choses à analyser. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que Trump a maintenu sa position. Il a affirmé sur son réseau social Truth Social que la mort des 2 citoyens états-uniens était le résultat, je cite, du chaos provoqué par les démocrates, donc le camp politique opposé au sien. Il accuse notamment le maire et le procureur du Minnesota, donc où se situe Minneapolis. Toujours selon Trump, ce sont eux qui refusent notamment, je cite ici intégralement ses propos, de coopérer avec l'ICE et qui encouragent les agitateurs à obstruer illégalement les opérations visant à arrêter les criminels. Fin de citation. Et sur ce point, c'est important de préciser, on en parlait la semaine dernière, qu'une très faible minorité des personnes arrêtées par ICE ont un casier judiciaire ou sont connues des services de police. Tim Walz, donc le gouverneur démocrate du Minnesota, a de son côté assuré avoir demandé justement à la Maison-Blanche le départ des agents fédéraux, et donc le départ de l'ICE, et a demandé la mobilisation de la garde nationale pour aider la police de la ville à maintenir le calme. La garde nationale, en fait, c'est une force militaire de réserve qui intervient lors de conflits, de catastrophes naturelles ou encore en cas d'émeute. Mais l'un des éléments de tension importants entre les démocrates qui gouvernent à l'échelle locale et les républicains qui sont au pouvoir avec Trump à l'échelle fédérale, donc à l'échelle nationale, l'un des points de tension, ça concerne les enquêtes sur la mort de ces 2 citoyens américains. En effet, il faut savoir que le ministère de la Justice, qui est donc proche de Trump, a écarté les autorités locales de l'investigation sur Renee Good, faisant craindre donc une absence totale de justice, puisque le camp de Trump a déjà clamé l'innocence du policier qui a
a abattu René Good. Mais ce qu'il faut noter, et c'est ce qu'on essaie aussi d'analyser aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de point de bascule, puisqu'il y a aussi de plus en plus de républicains, donc des personnes du camp de Donald Trump, qui prennent désormais la parole contre ces méthodes. Par exemple, le gouverneur de l'Oklahoma, Kevin Stitt, a déclaré à CNN que, je cite, « Les Américains n'apprécient pas ce qu'ils voient en ce moment et que cela, je cite, suscite de profondes inquiétudes quant aux tactiques et à la responsabilité du gouvernement fédéral. » Bon, c'est donc une dénonciation relativement légère, mais tout de même donc une prise de position assez inédite. Autre élément important que l'on peut noter, c'est l'opinion publique qui est reflétée à travers certaines enquêtes et certains sondages. Par exemple, selon un sondage national du Siena qui a été réalisé après la mort de René Good et qui a été publié par le New York Times, 61% des États-Unis, dont près d'un républicain sur 5, estiment que les méthodes de l'ICE vont trop loin. Et c'est évidemment un chiffre qui pourrait encore grimper, y compris chez les républicains, avec donc la mort d'Alex Pretty ce week-end. Et ça reste donc un point de bascule important puisque cela pourrait peser sur les prochaines élections, les élections de mi-mandat qui ont lieu au mois de novembre et qui sont importantes, puisque certes ce n'est pas des élections présidentielles, mais c'est une élection importante puisqu'il permet de renouveler une partie du Parlement. À noter par ailleurs, et là aussi c'est un autre point critique, le Sénat doit voter ce week-end un texte budgétaire qui comprend notamment le financement du DHS. Alors le DHS, c'est le ministère qui gère l'ICE. Or là-dessus, plusieurs démocrates ont déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas le projet de loi si le financement du DHS est inclus. Et tout cela, c'est aussi intéressant à analyser puisque ça pourrait bloquer les États-Unis lors d'un shutdown. En effet, s'il n'y a pas de budget qui est bloqué, eh bien il y a une fermeture partielle de l'administration américaine, le temps qu'un accord donc soit trouvé. Enfin, je le disais en introduction, mais on peut aussi noter les déclarations des anciens présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama qui ont tous les deux critiqué la situation. Pour Barack Obama notamment, je cite, « Il revient à chaque citoyen de s'élever contre l'injustice et faire rendre des comptes à notre gouvernement. » Bref, on assiste à des critiques du plan de Trump, y compris au sein de son propre camp, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. En parallèle, la mobilisation des anti-ICE se poursuit partout dans le pays et notamment à Minneapolis avec, je vous en parlais ce week-end, des températures en dessous des moins 20 degrés. On suivra donc évidemment l'évolution de la situation, que ce soit sur YouTube, en podcast audio et aussi sur Instagram comme on l'a fait ce week-end avec les dernières actualités. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette première actualité et on reste aux États-Unis où l'état d'urgence a été décrété dans 20 États alors que la tempête hivernale Fern est en train de frapper le pays. Des températures allant jusqu'à moins 45 degrés sont attendues, notamment dans la partie centre-nord du pays, autour des villes comme Minneapolis ou encore Chicago, et le froid devrait durer plusieurs jours. La tempête a causé la mort d'au moins 13 personnes. Par ailleurs, plus de 800 000 foyers sont encore privés d'électricité, la plupart dans le Texas et en Louisiane, selon le site Power Outage, et 14 000 vols ont été annulés ce week-end. Cette tempête est, je cite, inhabituellement étendue et durable, d'après l'Agence météorologique nationale. Elle est due à une masse d'air arctique qui touche habituellement le pôle Nord, mais qui est déviée vers le sud. Les autorités appellent la population à rester chez elle et à éviter tout déplacement. À New York, 30 cm de neige sont tombés dans la journée d'hier. Deuxième actu en France cette fois-ci, la primaire des partis de gauche se tiendra le 11 octobre. C'est ce qu'ont annoncé ses organisateurs ce samedi. Il s'agit d'une élection qui doit permettre à une partie de la gauche unitaire, d'élire son candidat officiel pour la présidentielle de 2027. Cette primaire, elle rassemble pour le moment les écologistes, Debout, qui est le parti de François Ruffin, l'Alliance pour une République écologique et sociale, l'APRES, le parti fondé par Benoît Hamon, Génération, et enfin le Parti socialiste. Cependant, la participation du PS à cette primaire ne sera confirmée que si ses électeurs se prononcent pour, à l'issue d'un vote qui aura lieu après les élections municipales. De leur côté, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et Raphaël Glucksmann, coprésident de Place Publique, ont refusé de participer à cette primaire. Ils estiment pouvoir l'emporter en misant sur une stratégie de vote utile, c'est-à-dire en incitant les électeurs à soutenir le candidat jugé le plus à même de gagner plutôt que de voter pour son candidat préféré. Quant au Parti communiste français, il ne s'est pas engagé sur ce projet de primaire, même si les écologistes et les socialistes sont persuadés qu'il rentrera tôt ou tard dans le dispositif. En tout cas, le but de cette élection inédite est de réduire le nombre de candidatures des partis de gauche au premier tour de la présidentielle. Cette primaire est déjà critiquée, certains estiment qu'elle ne réunira qu'une partie de la gauche et qu'elle risque de ne pas suffire à éviter les candidatures multiples en 2027. On suivra ça. Troisième actu, l'Union européenne et l'Inde sont en pleine négociation pour signer un accord de libre-échange alors qu'un sommet doit se tenir à New Delhi ce mardi. L'Inde a déjà annoncé la réduction immédiate des droits de douane sur un nombre limité de voitures venant de l'Union européenne. Ils vont passer de 110% actuellement à 40% selon Reuters. Les droits de douane, ce sont les taxes que les entreprises indiennes payent lorsqu'elles importent des voitures européennes sur leur territoire. À noter que cet abaissement de taxes ne concerne que les véhicules d'une valeur supérieure à 15 000 €. Au total, l'Union européenne espère supprimer les droits de douane sur près de 90% des marchandises échangées avec l'Inde. Au-delà du commerce, les négociations tournent aussi autour d'un partenariat
partenariat de sécurité et de défense et donc sur le partage d'informations liées à la défense des pays concernés. En 2024, les échanges entre l'Inde et l'UE avaient atteint les 120 milliards d'euros. Les détails de l'accord seront dévoilés ce mardi, on vous tiendra évidemment au courant. Quatrième actu au Brésil, 89 personnes ont été blessées, 47 hospitalisées, dont 11 pour des blessures graves, après que la foudre a frappé des manifestants ce dimanche dans la ville de Brasilia, la capitale. En fait, 18 000 personnes se sont rassemblées sous la pluie. Ils réclamaient l'amnistie de Jair Bolsonaro, l'ancien président du Brésil, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État et qui est actuellement incarcéré. Âgé de 70 ans, il souffre de graves problèmes de santé liés à un attentat à l'arme blanche subi en 2018. C'est donc en arrivant proche de la place de Cruzeiro que la foudre a frappé les partisans de l'ancien président. Parmi les blessés, certains ont été brûlés directement par l'orage, d'autres ont été auscultés pour des entorses ou encore des crises d'hypothermie selon les pompiers. On vous tiendra informé. Cinquième actu, une agence immobilière sur 2 se rend complice de discrimination pour louer des appartements, selon une 3e campagne de testing menée par l'association SOS Racisme auprès de 198 agences immobilières. En fait, l'association s'est faite passer pour des propriétaires demandant des locataires européens aux agences, sous-entendu des locataires blancs. Résultat, près d'un quart des agences ont elles-mêmes choisi les locataires en fonction de l'origine, donc européenne, et un autre quart a permis ou encouragé le propriétaire de faire sa sélection à partir d'un critère racial. À l'inverse, un peu plus de la moitié ont refusé toute discrimination. SOS Racisme a dénoncé la persistance de ces pratiques pourtant interdites par la loi. La ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, a annoncé une formation obligatoire pour tous les agents immobiliers, alors qu'elle ne s'applique aujourd'hui qu'aux détenteurs d'une carte professionnelle. De son côté, Loïc Quentin, le président de la Fédération nationale de l'immobilier, a condamné ces pratiques, qualifiées de fléau, et a appelé à davantage de formation et de sanctions. Merci beaucoup Blanche. Alors je le disais, pour suivre toute l'actualité cette semaine, il se passe beaucoup de choses. Rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous le savez, vous êtes plus de 5 millions là-bas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.